Mais sinon, je pense qu'on peut se présenter. Donc, comme je disais, moi, c'est Pierre Maud, je suis R3 en médecine de toxicomanie. Puis, je présente avec Joël, qui est aussi mon collègue R3 en médecine de toxicomanie. Puis, aujourd'hui, on va parler du sevrage d'alcool en externe, ce qu'il faut savoir. Si on peut commencer, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Moi non plus. Joël non plus. Puis les objectifs de la capsule aujourd'hui, c'est vraiment de vous permettre d'identifier les signes et les symptômes de sevrage d'alcool, d'utiliser le score de SIWA AR, qui est le score des SIWA qu'on peut utiliser en communauté, d'identifier les signes d'intoxication aux benzodiazépines et d'identifier les patients qui pourraient être à risque de complications de sevrage. Donc, pour rendre ça plus vivant, on va travailler à partir de 2 cas. Commençons avec Laurie. Puis peut-être que je pourrais, juste avant de se lancer dans le cas, dire, on a essayé de structurer cette présentation pour un public principalement d'intervenants, mettons, non médicaux. Parce qu'on se dit, vous risquez peut-être de voir des gens qui sont en sevrage ou qui essayent de faire un sevrage médicalement supervisé ou pas. Puis ça peut être intéressant de reconnaître un peu de quoi ça a l'air. On va vous donner des cas un petit peu exagérés pour que vous ayez un peu des cas de figure en tête puis que ça reste un peu dans votre mémoire. Fait que Laurie, qui a 35 ans, elle est passée à l'urgence hier soir. Ça y est, c'était le jour où il fallait qu'elle arrête de boire. Puis elle a vu l'urgento, puis lui a donné congé avec une prescription de Valium, donc un benzodiazépine, un calmant, en dose décroissante, plus des vitamines. C'est un peu notre protocole habituel. C'est son premier sevrage médicament supervisé. Elle essaie de le faire à la maison. C'est une dame qui est logée, mettons. Puis, on n'a pas beaucoup de recul à savoir, est-ce qu'elle fait des gros sevrages. Puis, mettons qu'elle boit une quantité importante d'alcool. Ça adonne que vous avez un rendez-vous, mettons, psychosocial avec elle aujourd'hui. Au début, elle minimise un peu comment elle va, mais au final, on se rend compte au fil de l'entretien qu'elle va mal. Elle a vomi ce matin, elle a mal à la tête, elle a des sueurs, elle tremble. Elle n'a pas l'air concentrée durant le rendez-vous, ce qui n'est pas à son habitude. Puis, elle ne tient pas dans sa chaise, là. Elle est anxieuse. Bref, ça va mal à la shop. Alors, peut-être qu'à ce moment-ci, vous commencez à vous dire, il faudrait peut-être envoyer cette personne à l'urgence ou au minimum qu'elle voit un médecin. Puis ça serait le bon réflexe. Mais peut-être que je peux vous donner un outil pour vous structurer quand vous allez faire cet appel-là. Donc, c'est le score SIWA. C'est un score qui est validé pour les sevrages d'alcool et seulement d'alcool. Donc, quand les gens essaient d'arrêter plusieurs substances en même temps, ça peut commencer à fausser un peu le score. Puis, une des choses que je trouve le fun, c'est qu'il a été conçu pour être utilisé par du personnel non médical aussi. Donc, par des intervenants, intervenantes qui n'ont pas une formation médicale ou de nursing dans des contextes de type thérapie fermée. Puis, ça permet de donner une information rapide là, sur la sévérité du sevrage de quelqu'un. Puis, en général, on va dire qu'un score de plus que 8 ou 10, ça demande une intervention médicale. Puis, admettons, là, je me suis amusé à calculer le score pour cette personne-ci. Là, je m'excuse, il est en anglais, là, mais on peut aller dans MD-Calc, puis cocher, puis ça nous amène à 25 points, ce qui est quand même plus élevé que ce qu'on a l'habitude de voir. Puis, vous pourriez peut-être appeler après ça un médecin, votre médecin répondant ou à l'urgence, 911, puis dire, j'ai quelqu'un qui a un score de CIO à 25, puis pour telle raison, puis telle raison. Je pense que c'est à toi de Oui, poursuivre, Pierre-Maud, bien sûr. c'est ça. Donc, les complications de sevrage. Donc, à se rappeler, un sevrage d'alcool, c'est c'est une des 4 substances qui peut être potentiellement mortelle si il n'est pas traité adéquatement. Les autres substances sont les benzos, le GHB et le phénobarbital. Dans les complications possibles d'un sevrage d'alcool, il y a bien sûr le délirium tremens, des hallucinations de sevrage, des convulsions, une encéphalopathie de Wernicke. Si on revient vraiment à ce cas-là, Joël a déjà un peu là, donné le punch. Mais si on se dit que la patiente a pris ses Valium tel que prescrit, qu'elle n'a pas recommencé à boire, qu'elle ne prend pas d'autres drogues ou de médicaments que le Valium et les vitamines qui sont prescrits, qu'est-ce qu'on ferait?
Ben, on vous avait proposé là, 3 solutions. Est-ce qu'on l'aide à réserver un rendez-vous d'ici une semaine avec son médecin de famille? Est-ce qu'on essaie de rejoindre le médecin de l'urgence qui a prescrit le Valium ou est-ce qu'on appelle le 911? Comme on dit, avec un score de plus que 8, c'est une indication d'avoir au moins une évaluation là, médicale pour voir est-ce qu'on a besoin de médication. Ça requiert quand même une évaluation médicale rapide. Donc, si on n'est pas capable de rejoindre le médecin le jour même, ça serait d'emporter soit cette personne à l'urgence ou d'aller consulter là, quand même rapidement. Dans les facteurs de risque de complications du sevrage, c'est sûr qu'il y a certains éléments qui nous mettent un petit peu plus à risque. Donc, si on a déjà eu un antécédent de complications de sevrage, ça nous met plus à risque d'en refaire. Si on a déjà fait de multiples sevrages, ce qu'on appelle le kindling effect, ce qui rend un peu le cerveau un petit peu plus fragile là, et qui nous mettrait plus à risque de convulsions ou de complications plus sévères là, pendant les autres sevrages. En anglais, kindling, ça veut dire comme du bois d'allumage. Pour les gens qui ne parleraient peut-être pas anglais, c'est comme si un sevrage, mais ça crée du bois d'allumage pour le prochain, en termes de sévérité. Là. Merci, Joël. J'aime bien l'analogie. S'il y a des symptômes modérés ou sévères là, lors de la présentation, si les gens ont des maladies là, ou des problèmes de santé comme une pancréatite alcoolique, une cirrhose, des traumas crâniens, s'ils ont plus que 65 ans, s'ils ont de l'épilepsie, ça aussi, ça les met à risque. Puis aussi, s'il y a consommation là, de d'autres substances là, concomitantes, surtout benzodiazépines, GHB, opioïdes, là, ça les met plus à risque de complications de sevrage. On vous a mis un exemple de prescription qu'on pourrait faire là, en sevrage d'alcool. On a été avec du diazépam. C'est sûr que la prescription va dépendre du patient, des sevrages antérieurs. C'est vraiment discuté. Mais juste pour vous donner une idée, là, ce qu'on pourrait prescrire, c'est du diazépam 10, 4 fois par jour pendant 2 jours, qu'on diminue à 3 fois par jour pendant 2 jours, qu'on diminue ensuite à 2 fois par jour pendant 2 jours, ensuite on y va 1 fois par jour pendant 2 jours, puis on cesse. Bref, c'est souvent des benzodiazépines plus à longue action qu'on va diminuer graduellement. On va leur servir là, chaque jour en pharmacie au maximum aux 2 jours. Puis, c'est important là, de ne pas les prendre avec de l'alcool parce que c'est 2 dépresseurs, puis ça les met vraiment à risque de chute et de somnolence. Et tout. Deuxième cas, peut-être qu'avant de se lancer dans ce cas-là, je pourrais préciser que, comme je disais un peu tantôt, on a tendance à prescrire certaines vitamines aussi aux patients qui font des sevrages. Puis, on va vous expliquer un peu pourquoi. Fait que Denis, un peu plus âgé comme patient, 60 ans, là, ça fait 4 jours qu'il va à la pharmacie à tous les jours chercher ses Valium. C'est son médecin de famille qui lui a prescrit ça. Il a été, on a évalué que c'était sécuritaire d'essayer de faire ça à la maison plutôt qu'à l'hôpital ou dans un CRD. Fait que, ben, la RAMQ c'est Valium, mais il y a peut-être quelque chose, un enjeu d'assurance qui fait en sorte que ces vitamines, il ne les prend pas ou il aurait coûté cher, fait qu'il ne les prend pas. Puis, admettons que vous êtes son TS, puis vous le reveillez pour un suivi prévu d'avance. Puis, ça va bien pour son sevrage. Il arrive à ne pas boire, il n'y a pas des gros symptômes comme notre dame de tantôt, comme le premier cas. Mais c'est un monsieur qui, ben, on est à la fin du mois, puis il n'a pas vraiment d'argent pour se nourrir, puis peut-être qu'il ne va pas à la banque alimentaire autant qu'il pourrait. Puis, ben, on dirait qu'il marche un peu tout croche, qui n'est pas normalement sa manière de marcher, qu'il a de la difficulté à se rappeler des choses dont vous avez parlé dans le rendez-vous, puis que le rendez-vous est juste comme plus ardu que d'habitude. Ça part un peu dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on pourrait soupçonner l'encéphalopathie de Wernicke. Bon, il y a peut-être d'autres possibilités, mais c'est une des complications de sevrage qu'on voit, qui peut de même devenir chronique, mais je ne me lancerai pas là-dedans. Puis en gros, ben, c'est à cause d'une déficience en vitamine B1. Donc, les gens qui consomment de manière chronique de l'alcool ben, ont de la difficulté à absorber ou peut-être des difficultés d'ordre plus psychosocial à juste manger suffisamment de vitamine B1. Mais il faut savoir que l'alcool empêche directement son absorption. C'est cette vitamine-là en particulier qui peut nous inquiéter. Puis les signes d'un déficit aigu, ben, ça va être la confusion, l'ataxie, donc marcher tout croche,
puis des fois des problèmes subtils avec les muscles des yeux que je ne m'attendrais pas que les intervenants puissent comme évaluer en détail. Tout ça. Mais bon, ça ressemble à quelqu'un à la limite, ça pourrait ressembler à quelqu'un qui a bu ou qui est sous l'effet d'autres substances. Ce qui m'amène à ma prochaine question, mais qu'est-ce qui pourrait aussi causer une démarche chancelante, marcher tout croche dans le cas de ce patient? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se mouiller? Donc, on se rappelle qu'il ne boit plus, mais il prend les Valium qui ont été donnés. Je pense qu'on peut y aller. Oui, dans l'intérêt du temps. Fait que, ça pourrait aussi être le Valium qui lui donne une démarche chancelante. Hein. C'est un effet sur le système nerveux qui peut faire en sorte que les gens marchent un peu tout croche. Donc, on va leur recommander de ne pas conduire, de ne pas opérer de machinerie lourde, même s'ils sont en train d'arrêter de boire, parce qu'ils sont pour l'instant sous l'effet d'un médicament qui peut affecter ça. Voilà, donc l'intoxication au benzodiazépine, ben, ça va ressembler à tout ça. Je pense que je ne ferai pas la liste au complet, mais ça pourrait ressembler à quelqu'un qui marche tout croche, qui s'endort, qui parle un peu tout croche, de la difficulté à se coordonner, puis éventuellement quelqu'un qui a l'air d'être en surdose, là, qui a la misère à respirer. Puis les chutes aussi, qui est souvent dans On va les... questionner, nous, systématiquement les chutes, là, savoir si les gens sont tombés récemment, parce que ça nous donne des indices importants sur la sécurité de leur environnement. Puis, c'est clairement le genre de choses que c'est le fun quand TS, Ergo, professionnels alliés nous donnent des cues là-dessus aussi. Bon. Je te laisse conclure, Pierre-Maud. Oui. Donc, en conclusion, c'est sécuritaire de faire un sevrage d'alcool en externe à la maison, dans la plupart des cas. Si on a une suspicion de complications de sevrage, ben, c'est souvent de rechercher de l'aide auprès de l'équipe médicale traitante ou de l'envoyer à l'urgence ou soit d'appeler au CHUM si vous êtes professionnel puis vous avez besoin de conseils. Il y a toujours une équipe de garde là, ou même les CRD là, de vos régions là, peuvent même là, vous aider là, avec ça. Comme message, là, il y a plusieurs complications qui sont possibles. Toujours de rester à l'affût des symptômes de vos patients. N'hésitez pas à consulter. Puis c'est sûr que je pense que ça va faire plaisir à l'équipe de savoir là, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas. Un des ingrédients gagnants dans le choix de faire un sevrage en externe, c'est de savoir que quelqu'un a un bon réseau de soutien autour d'eux autres qui va pouvoir les surveiller de près. Donc, le pharmacien, évidemment, mais ça peut être aussi les professionnels qui voient déjà pour leur suivi de toxicomanie ou autre, les membres de la famille. C'est un peu le principe de si vous voyez quelque chose qui ne fonctionne pas et que ça n'a pas l'air d'être très idéal ou sécuritaire, ben, ça nous arrive de se tromper ou de prendre une chance raisonnable avec les patients, mais de se rendre compte qu'au final, ils ont besoin de l'hôpital pour arrêter de boire. Dans ces cas-là, ben, on veut le savoir dès que possible. On vous donne la parole.